parti. Bienvenue sur l'épisode On jase vélo avec Antoine Fabry. Merci de nous recevoir, les gars. Merci d'être là. Merci à toi d'être venu. Yes. Tu es quand même assez connu dans le cyclisme au Québec pour les courseurs, mais qui reste quand même une petite niche du vélo. Moi, j'aimerais ça que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais en tant que cycliste puis dans la vie, là? Cool. Ben, écoute, moi, ça fait quand même assez longtemps. Ça doit faire 12 ans que je suis dans le monde du bike. Je viens pas du monde du bike. J'ai commencé ça de bouche à oreille. Un ami a vraiment dit, à un moment donné, il m'a présenté. En fait, j'ai commencé le vélo avec le Fixed Gear. Un de mes amis m'a dit, écoute, je viens de découvrir ce type de vélo-là. Puis il dit, il faut que tu essayes ça. Donc, ça a parti d'un coin de rue dans mon quartier à Outremont à embarquer sur un vélo. Puis là, de fil en aiguille, je me retrouve ici 12 ans plus tard. Je travaille dans l'industrie du vélo. C'est ma passion. Je parle de vélo. Je vis du vélo, vraiment. Donc, c'est devenu une passion de fil en aiguille. Puis, c'est ça. Donc, je travaille dans l'industrie. Ça fait 12 ans que je fais de la course maintenant. Dès le début, j'ai vraiment eu la piqûre. Donc, j'ai commencé... je n'ai pas commencé où je suis rendu là, mais j'ai gravé les échelons tranquillement. Fixed Gear, bonne école, là. Ouais, exact, vraiment. Puis je pense que, tu sais, on en parlera un peu plus tard, mais je pense vraiment que ça a formé qui je suis en ce moment. Puis ça a été dur au début, comme n'importe qui, mais ça m'a vraiment permis d'avoir les bonnes bases. Puis clairement, je vois que c'est payant maintenant. Puis dont on est quelques-uns à avoir eu ce parcours-là, puis je sens vraiment que ça a beaucoup aidé. Puis à travers le fil des années, c'est ça, donc j'ai commencé à faire du vélo, commencé à faire de la compétition, puis j'ai découvert un peu plus qu'est-ce que j'aimais à travers le vélo. Donc j'ai découvert plusieurs aspects du vélo, puis c'est également ça qui a formé qui je suis. Puis je pense le fait que autant je travaille dans l'industrie que j'ai du plaisir à courser, c'est parce que j'aime beaucoup d'aspects du vélo différents. Donc, c'est ça qu'à travers les années, j'ai découvert à apprécier. Puis, c'est ça. Donc, Antoine Fabry, c'est ça. Cycliste amoureux du vélo, passionné du vélo. Puis, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu fais à part faire du vélo? Qu'est-ce que tu fais dans l'industrie du vélo? Ben là, récemment, bonne question, parce que je ne parle pas juste de vélo. Mais dans le day-to-day, j'ai racheté des parts de Cyclorégis il y a 3 ans. Donc, tranquillement, ça fait quand même assez longtemps. Ça fait 6-7 ans que je travaille chez Cyclorégis, qui est un magasin. Je plug un peu le magasin. Parfait. Qui est un magasin de vélo à Outremont. Ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est un magasin juste de vélo haut de gamme, mais on fait de tout genre. Donc, réparation, vélo pour enfants, vélo électrique, vélo de route haut de gamme. Donc, ça fait 6-7 ans que j'ai travaillé là. Au début, je suis passé, on en parlera un peu plus davantage plus tard, mais j'ai passé de vouloir devenir pro en vélo, comme la plupart des jeunes, à me retrouver à Montréal, à me demander quoi faire. Je connaissais les gars chez Cyclorégis, je suis rentré là. De fil en aiguille, je suis resté là. Puis là, tranquillement, justement, j'ai fait ma place là-bas. Puis là, 3 ans, on a agrandi le magasin. J'ai racheté des parts. Puis là, je m'occupe de toute la partie vente, événementielle. Là, on a un nouveau pamphlet voyage aussi. Donc, tout ce qui est communauté. Le vélo a beaucoup évolué aussi à travers les années depuis que j'ai commencé. Puis moi, ça m'intéresse vraiment. Ça a changé ma vision, puis j'essaie de m'adapter. Je pense que c'est une constante adaptation. Mais donc, moi, je m'occupe de tout l'aspect social. J'aime parler aux gens. J'aime transmettre ma passion. Puis... c'est pas mal ça. Donc, maintenant, je suis chez Cyclorégis. Puis, je vends le rêve. On est un marchand de bonheur, comme loisir. Je veux dire, pour moi, c'est pas du travail. T'sais. Je rentre au travail le matin. Je transmets ma passion. Puis, j'essaie d'épauler les gens par rapport à leurs besoins différents du cyclisme. Que ce soit pour leur enfant, que ce soit pour se promener sur des pistes cyclables ou faire de la course de vélo. C'est cool. Ça fait une belle transition parce que Cyclorégis aussi... pour ceux qui connaissent vraiment le cyclisme historiquement, il y a une grande équipe, notamment pour les mardis cyclistes de la Chine. On les voit tout le temps à chaque année avec Jean-François Laroche, qui est recordman, je pense, de victoire des mardis cyclistes de la Chine, donc qui était vraiment focus là-dedans. Et puis, toi qui l'as remporté aussi l'année dernière, tu l'avais déjà remporté avant? Ou... Non, j'avais fini deuxième. Il y a 2 ans, puis gagné l'année passée. Okay. Ouais. Donc, Mardi cycliste qui est la course, combienième année, plus de 40 ans?
Ouais, je sais pas 45e exactement. année, je pense. 45e Je année, pense ouais, que c'est à cette année. 45 ans que ça existe. C'est comme un critérium qui a lieu 10 mardis de suite au cours de l'été. Donc ça commence fin mai, début juin, puis ça se finit tout le temps à la mi-août. Puis c'est comme le critérium, C'est je la pense, course. la course C'est la la course. plus rapide à Montréal, puis une des probablement des Au plus Canada. rapides au Canada. Ouais. Ah, au Canada même? Où, Ah ouais. Le record l'année dernière était le record a été battu l'année dernière. Moi, niveau chiffre, je sais pas. C'est plus de 50 ça c'est étourdissant là, c'est plus de 50 km/h de moyenne sur 56 minutes là, c'est vraiment passé en dessous des 1 heure la course, donc c'est intéressant à voir, c'est une course au point aussi parce que c'est un peu comme la piste. Tu sais, t'as le sprint final, mais tous les 5 tours, t'as des sprints intermédiaires qui vont te permettre de récolter des points pour le classement final. C'est cool à aller voir aussi. C'est vraiment cool, à ça, chaud, franchement, c'est un sacré show. Ça va vite. Il y a des sprints intermédiaires qui fait que ça dynamise la course, ça donne vraiment... Tu sais, c'est pas un crit où, OK, dans 31 tours, ils arrivent, puis tu vas avoir un sprint. Là, c'est tous les 5 tours, il y a des sprints. Il y a des crashs aussi, c'est impressionnant, ça va de plus en plus vite, le niveau est de plus en plus serré, donc voilà, donc je pense que tu peux nous présenter un peu tout ça, de la manière dont toi tu vois les choses avec ton équipe, qui est comme historiquement une des équipes majeures des mardis cyclistes, et puis comment toi tu vis ça, comment t'es arrivé à faire ces courses-là là? Mais comme tu dis, c'est que le Régis a une énorme réputation dans les mardis de la Chine. Je veux dire, moi quand j'ai commencé le vélo, je coursais contre Sébastien, mon patron actuel. Dans le sens que pour moi, quand j'ai commencé le vélo, c'était clair, c'était les mardis de la Chine. Puis je pense qu'il faut vraiment pas enlever à la course. C'est une course qui est, sans dire internationale, mais qui est d'un niveau quand même très très élevé, que ce soit au Canada. Donc je pense que tout le monde qui réussit à faire cette course-là, ben chapeau, là, c'est quand même un exploit. Puis il n'y a rien à enlever aux autres courses. Mais c'est la crème de la crème, là. Vraiment, puis c'est super bien organisé. Ça fait plusieurs années, ça fait 45 ans que ça a eu lieu. Ils répètent d'année en année, mais il y a des coureurs professionnels qui sont passés par là, puis des bons coureurs, encore une fois. Donc, je pense qu'on est chanceux d'avoir cette série de courses-là, puis c'est pas sur le bord de partir, je pense. Donc, quand j'ai commencé le vélo, moi, c'était clair que c'est les mardis cyclistes. C'était mon objectif. J'ai toujours, vous le voyez à l'écran, j'ai quand même un pas pire gabarit, donc je suis pas le cycliste qui monte les côtes, puis que j'aime monter des côtes, mais je suis pas celui qui monte le plus vite. Exactement. Mais j'ai toujours eu un background de sport, de compétition. J'aimais l'intensité des critériums. Donc, pour moi, à la base, oui, les mardis cyclistes, mais les critériums, c'était très important. J'avais un attrait envers ça, d'aller vite. Les risques aussi, parce qu'on apprend, mais on apprend à aimer ça aussi. Tu sais, c'est la prise de risque, le contrôle aussi. J'ai toujours été quand même dès le début, j'ai été très à l'aise sur mon vélo. Donc, oui, c'est que le Régis a une grosse réputation. Puis nous, sans dire qu'on voulait s'en départir, il y a c'est que le Régis, l'équipe de course, puis c'est que le Régis, le magasin. Puis souvent, encore à ce jour, le monde pense que c'est pour ça que c'est la vélo de gamme, parce que... Exactement, mais nous, veut pas, là, on a fait un peu un rebranding de magasin. On veut pas dissocier parce que c'est quand même notre identité. C'est l'héritage. Exactement, mais on veut quand même faire la part des choses, que on veut pas être l'équipe... c'est que le Régis veut pas, dans le passé, avait une réputation un peu d'une équipe intimidante qui prenait beaucoup sa place. Ouais, il y avait de la testostérone. Ça jouait du coude, là. C'était 8 gars de 6 pieds 4 qui arrivaient, qui dit je vais te calisser à terre. C'est comme ça. C'est le cas de le dire, tu sais. Donc, Make-up un service à la clientèle exceptionnel. Exact. Sauf le mardi soir. Sauf le mardi soir. En fait, ils se défoulent le mardi soir. Là. Dans le fond, vous étiez un peu les Chiefs de Laval. Là. Exact. Ça, Puis moi, j'ai commencé contre eux, tu sais. J'étais le petit kid de 17 ans qui faisait sa première course. Moi, j'étais comme fuck that, je m'inscris pas en S3, je commence S1. Puis j'étais allé me faire tabasser les premiers mardis. Puis je m'accotais pas contre eux dès les premières fois, mais c'était eux que je regardais, puis j'étais comme fuck. C'était vraiment eux. Moi je m'affrontais avec eux à cette époque-là, puis c'était vraiment. Mais ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, donc. J'ai parti des Lachines, j'avais vraiment eux, puis tu sais, le vélo a énormément évolué, puis il y a plein de jeunes qui commencent là, qui n'ont pas nécessairement vécu, là. Je veux pas, je commence dans les vieux du peloton senior, là. Mais tu sais, il y a eu des équipes, moi j'ai commencé à courser contre Silberg, Garneau, tu sais, il y avait Transport Lacombe, bref, plein d'équipes avec une plus grosse structure qu'on a actuellement. Malheureusement, je trouve que c'est un peu le truc que je déplore un peu, c'est qu'il y a moins de grosses équipes qui jouent pour le général, donc ça devient un peu tout le temps les mêmes qui jouent, puis la compétition, sans dire qu'elle est moins féroce, mais elle est très sélective. Donc je suis parti de là.
puis mon envie de la Chine. Donc, j'ai toujours rêvé de gagner les Mardis de la Chine. C'était pas toujours atteignable. Je pense que ça fait 2-3 ans que vraiment je vois le devant de la course puis que je peux plus jouer mes cartes. Puis encore une fois, gagner les Mardis de la Chine, ça prend une équipe. Là. C'est pas, y en a qui le font seuls. Gagner le général seul, je pense que c'est pas possible. Mais gagner des étapes, oui. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la chance aussi dans les dernières années d'être accompagné de gars avec beaucoup d'expérience qui ont couru aussi dans les années je parle de Paul Blancpac qui a couru avec justement les 7-8 costauds, là, trop de testostérone. Donc, j'ai appris aussi de ces gars-là. Mais donc, j'ai été chanceux d'être épaulé. Puis, je nomme pas tous les gars, là, mais j'ai été épaulé d'une équipe. Là. Cool. Pour les gens qui sont un peu plus néophytes, qui connaissent moins un peu le monde du crit, peux-tu expliquer un peu les rôles dans une équipe et également le système de pointage? Ouais. Donc, c'est ça, comme Jesse a dit, la Chine, c'est pas juste le premier qui gagne. T'sais, tout le monde, à première vue, gagner une course, c'est celui qui lève les mains quand on passe à la ligne. Mais la Chine, c'est vraiment une série de courses qui se déroulent. C'est 10 la Chine à travers l'été, qui est tous les mardis. Dans le fond, il y a une pause dans l'année, si je me trompe pas, il y a une pause. Ouais, au mois de juillet. Puis dans le fond, c'est 31 tours. 31 tours, généralement 48-50 km/h. À chaque 5 tours, c'est 5 tours? 5 tours, 5 tours, ouais. T'as vu, même moi, des fois, ça va trop vite. Je pense que à chaque 5 tours, T'entends la cloche, toi? Ouais. À chaque 5 tours, il y a un sprint intermédiaire. Ça a beaucoup changé aussi. Avant, c'était les 10 premiers qui récoltaient des points, ce qui changeait toute la donne. Maintenant, c'est les 5 premiers. Difficile. Ouais, donc moi, ça aussi, on en parlera tantôt aussi. Mais donc là, c'est les 5 premiers à chaque sprint intermédiaire qui récoltent des points. Donc, comment ça découle? C'est 10... peu importe, 18, ouais, ça découle augmente, un peu, exactement. Donc, le premier gagne 10 points. Puis après ça, c'est que le sprint final, tu as 50, 40, 30, 20, 10. Donc, c'est vraiment, si tu joues le général, ben, il faut que tu quand même te positionnes au niveau des sprints intermédiaires. Puis c'est tout le temps de gager par rapport à tes compétiteurs. Puis si tu es en jambes pour faire les 5 sprints, 4 sprints, donc, il faut vraiment que tu sois conscient de ce qui se passe dans la course. Puis c'est pas juste j'attends le sprint final puis je sprint. Des fois, tu aimerais ça parce que sans dire que ça devient assez simple finir la course puis sprinter pour la victoire à la fin. Mais c'est tout ce qui vient autour de ça qui est important aussi. Là. Puis dans l'équipe, comme on disait, t'as des gens qui vont tirer, t'as le sprinter, t'as le leader d'équipe aussi selon le classement et tout. Ouais. Comment ça fonctionne la hiérarchie? Vous avez quoi, 7, 8, 10 gars dans la course? Vous parlez avant, vous parlez pendant la course? Il y en a-tu qui sont un peu des goons comme des équipes de hockey? Comment ça se parle dans l'équipe pendant la course? Ben, c'est sûr qu'à la base, dans une équipe, je pense qu'il faut identifier les objectifs, là, que ce soit personnel ou juste un objectif d'équipe. Nous, ça a toujours été clair à cause de notre réputation qu'on voulait gagner les Mardis de la Chine. Okay. C'était important. Il y a eu la génération de la Roche. Là, nous, on voulait reprendre un peu une nouvelle identité, sans dire une nouvelle identité, mais on voulait gagner encore une fois les Mardis de la Chine. Moi, c'était clair. Donc, je commençais à avoir une ancienneté dans l'équipe. Donc là, j'ai levé ma main. Je dis, les boys, moi, je veux vraiment gagner les Mardis de la Chine. À ce moment-là, sans dire que j'étais le leader désigné, mais dans les premières étapes, comme cette année, pas dans les premières courses, ça se dessine quand même. Mm-hmm. Donc, il peut y avoir plus qu'un leader en début d'année, mais rapidement, ça vient se dessiner autour d'une personne. Puis après ça, c'est juste de lever la main. Je pense que c'est ça. Moi, mon but était très clair. Puis j'ai été chanceux d'avoir des coéquipiers qui étaient prêts à me supporter là-dedans. Mais oui, plus ou moins, en gros, là, maintenant, il y a beaucoup de monde. Là. Ça peut aller jusqu'à 10 personnes. Chez les pros, on ne voit pas ça. Là. Il y a quand même un nombre limite de coureurs. Puis ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être changé. C'est intimidant aussi, non? Si toute ton équipe, vous êtes 4 gars à y aller, parce que l'équipe est en changement ou peu importe, puis tu as les 10 gars en avant, puis clairement, à l'île de départ, ça joue un peu pour qui se met en avant. Ben, surtout tout, si t'en as 12 ou 15 qui sont capables de terminer la course et peser sur la course, ça fait une différence versus... Puis du même niveau aussi, c'est très important, parce que veux pas, le peloton au Québec, on a toutes des réalités différentes. T'as des jeunes qui font juste ça, t'as des indécis qui savent pas quoi faire, il y a du monde des professionnels, du monde avec des familles. Donc au final, à travers une équipe, il peut y avoir vraiment différents stades de compétition, différents profils, c'est ça. Puis c'est ça, en gros, moi, rapidement dans l'équipe, j'ai levé ma main. Après ça, il y a des gens qui chassent les échappés, pardon. Il y a des gens qui me protègent, il y a des gens qui restent derrière moi pour bloquer un peu les coups. Puis après ça, oui, il y a 2-3 gars vraiment qui s'occupent de m'amener à chaque sprint intermédiaire puis au sprint final.
moi, c'était clair dans ma tête à moi que j'ai jamais été un prodigie en vélo. J'ai toujours été bon. J'ai toujours eu besoin d'entraînement. Donc, pour moi, je suis pas que je me lève le matin puis je gagne un mardi de la T'es chaîne. pas naturel, là. Non, je me considère pas comme un naturel. Je suis quelqu'un qui est très assidu quand j'ai un objectif. Pour avoir fini deuxième, pour avoir gagné, j'ai vraiment mis les heures. J'ai vraiment été très sérieux. Puis ça m'a amené à aimer ça, mais aussi à un peu, sans dire regretter, mais voir un autre aspect que j'aimais pas trop de ma personnalité quand j'étais trop focus là-dessus. Un peu d'égoïsme, j'imagine. Un peu d'égoïsme, mais tu sais, c'est beaucoup de choses que je me rendais pas compte qu'est-ce qui se passait autour de moi. J'avais un objectif, un seul objectif. Puis je pense qu'il faut avoir ça, mais il y a un équilibre aussi. Puis, mais sérieux, je t'écoute parler depuis 10-15 minutes, tu pues la résilience. Là. Genre, on va te le dire, là, on se connaît pas, mais genre, comme tu parlais de ta job où t'as grandi, tu parlais du vélo où t'as commencé en fixe, puis t'as évolué. Genre, t'as l'air d'un gars qui voit le truc à long terme, puis qui dit, moi, je m'en vais là. Puis souvent, les gens, ils se découragent en vélo, n'importe quel sport, au final. Ton 20-80 ou ton premier 80%, tu vas le chercher facilement. Puis après, tu réalises qu'il a gagné ton 10-15 watts de plus. Ou... C'est le plus dur. C'est là, faut que tu coupes la bière, faut que tu t'entraînes et tout. C'est bon, la bière. Là. Moi, je veux dire, j'aime ça. Puis je veux dire, mes chums, mes amis, je veux dire, c'est aussi des fois, justement, de mettre de côté un peu ce qui se passe dans ton quotidien. Puis ce que t'aimes aussi pour aller chercher cet objectif-là qui est... Oui, un objectif d'équipe, mais personnel aussi. Pour moi, c'était très important. Puis j'ai mis de côté des choses pour atteindre tout ça. C'est là, je suis de retour à la bière. Mais ouais. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Ça ressemble à quoi? Admettons, on va pas parler de la préparation de hivernale ou quoi, mais par exemple, ça ressemble à quoi tes semaines quand tu fais les lachines? La saison est partie, là. Ouais. Ça ressemble à quoi? J'imagine, avant, tu as préparé tes aptitudes pour 100%. Pouvoir tenir la course, faire tes sprints. Mais après, ça ressemble à quoi tes 10 semaines? Là? C'est 2 mois et demi là, déjà de moi, j'ai toujours course, eu de la fibre rapide dans le sens que j'ai toujours été un sprinter. Donc, moi, des efforts à répétition, c'est sûr que ça va bien avec ma physionomie. Là. Donc, j'ai toujours été bon pour sprinter. C'est sûr qu'il y a toute la partie volume, donc endurance. Je veux pas la répétition d'efforts, c'est important. J'ai eu de l'aide beaucoup. Jean-Philippe Lambert, qui est un cycliste maître, qui a déjà été champion québécois. Il ne court plus vraiment, mais il coach beaucoup d'athlètes. Il m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai été épaulé de bons coachs. À travers les années, j'ai eu beaucoup de coachs. Lui, en particulier, il a eu une approche très personnelle dans le sens que coacher quelqu'un, c'est pas juste lui mettre des entraînements, mais c'est de le supporter mentalement. Tu vis des hauts et des bas. Puis lui, il m'a vraiment aidé justement à repasser à travers tout ça. Donc, je pense que lui, il a eu un gros rôle. Mais il y a toute la partie endurance que tu fais en début d'année, là, quand il n'y a pas vraiment de course, donc à travers l'hiver, que ce soit sur le home trainer ou non. Puis après ça, c'est que il faut spécifier. Moi, je me suis dit, je veux gagner le mardi de la Chine. Clairement, je ne vais pas être le meilleur sur 4 heures. Mais je me suis arrangé pour être le meilleur sur 1 heure. Donc, je focusais vraiment mes entraînements sur des efforts courts, reproduire des efforts de course. La Chine, dans les dernières années, dans les années passées, se gagnait tout le temps au sprint. C'était tout le temps les sprinteurs qui gagnaient. Dans les récentes années, justement, un peu moins d'équipes, plus d'échappées. Donc là, j'ai aussi dû... La première année que je me suis préparé pour les lachines, je me suis juste préparé à sprinter, mais j'ai réalisé que, justement, les gars étaient capables de m'attaquer après le sprint intermédiaire, partir en échappée. Donc là, justement, je pense que c'était un peu ma faiblesse sur laquelle j'ai travaillé l'année passée pour gagner. Donc, j'avais justement un peu plus d'endurance. Mais donc, un gros build-up, après ça, des entraînements plus spécifiques. Puis quand on peut commencer à rouler dehors, j'ai 100% concentré tout sur les sprints, les attaques après les sprints. Donc, vraiment la récupération à haute vitesse. Là. Comment tu travailles ça? C'est quoi une séance type là-dessus? Souvent... je pense que c'est tout le monde. Tout le monde va faire, c'est un peu comme Poggy, là. Tu sais, quand avant de faire une course, il a sorti un élastique, il a fait ça, là. Ils vont tous sortir le programme, Antoine. Il n'y a pas vraiment Oui, il y a des programmes que tu peux faire, mais tu sais, en gros, pour moi, si tu veux performer dans une course, il faut que tu décortiques les efforts que tu fais dans la course. Donc, moi, je suis parti de ça avec mon coach, justement, pour tout ça. Puis après ça, c'est de rouler avec les gars avec qui tu courses, tu sais, je veux dire. Mais là, tu roulais avec eux, genre, t'allais au circuit juvénile. Là, après ça, je veux dire, on a toutes des qualités différentes. Donc, de se retrouver les 8 quand on a des jobs temps plein, c'est quand même assez difficile, là. Dans les 2 dernières années, c'était souvent ça le profil de l'équipe. Mais en gros, il y avait des gars qui venaient, il y en a des gars qui venaient pas. Mais moi puis Paul, on allait souvent les jeudis matins
au circuit Gilles Villeneuve, puis on faisait des lead-out. Après ça, ils m'attaquaient après les sprints. Donc, tôt le matin, avant le travail, on allait vraiment faire des tours de circuit, puis reproduire des efforts similaires. Puis après ça, c'est que oui, on a peut-être une séance ensemble, mais après ça, c'est un peu individuel à travers la semaine où tu trouves le temps de le faire. Puis le vélodrome m'a beaucoup aidé. Ouais. Donc, le vélodrome est apparu il y a 2 ans à Montréal. Moi, j'allais dans le temps à Toronto. Mais le vélodrome, j'y allais 3-4 fois semaine. Je faisais des séances de derrière de moto. Ouais, donc ça je pense que... Ça stimule vraiment je l'ai le fait avec rythme. Jérémy Fontano, un coureur maître. On s'est beaucoup rapprochés. Les deux, on avait des objectifs similaires. Il m'a quand même mentoré aussi par rapport à son expérience. J'ai beaucoup d'expérience dans le peloton maître. Mais c'est ça, c'est l'envers de la médaille, c'est qu'on se levait à 4h30 du matin pour aller faire du derrière de moto à Bromont pour ensuite rentrer au travail pour 10 heures pour travailler ma journée pleine. Donc ça, c'est tout le temps le truc que le monde ne voit pas, mais qui est tough sur ton quotidien, sur ta vie de couple, au travail aussi. Tu sais, j'étais dans une autre phase, là, dans le sens je suis très dévoué à mon travail. Je l'étais aussi dans le passé, mais j'avais quand même un objectif hors du travail qui était très clair. Puis qui prenait de la place quand même. Pas, ça prenait de la place, puis ça impactait aussi certains aspects du travail. Puis là, je vieillis, je peux plus faire ça. Ben, pas je peux plus faire ça, mais c'est des choix différents. Donc, beaucoup de vélodromes, puis je pense que ça, les jeunes athlètes doivent vraiment prendre avantage de ça. Ça coûte cher aller voyager outre-mer, mais je pense vraiment que si on est bien encadré au Québec, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur le développement des jeunes. Il y en a pas. On a beaucoup d'avis par rapport à ça. Un sujet chaud. Moi, j'ai mes points de vue parce que j'ai trouvé qu'il y aurait pu avoir plus de support à travers ma carrière. J'ai pas senti que c'était très accessible. Puis ce n'est pas le vélo accessible. Mais le vélodrome, je pense vraiment que c'est un atout pour les Québécois. Là. Il faut aller là. C'est à 1 heure de Montréal. Quand il n'y a pas de trafic, c'est 45 minutes. Puis c'est des entraînements de qualité. Donc vraiment, si on est capable de prendre avantage de ça, je pense qu'il y a plein de pépites qui peuvent se découvrir. Puis pour performer au sprint, puis sur des types de courses comme des critériums, ça se fait bien. C'est sûr que quand tu veux faire des courses de 5-6 heures, là, c'est autre chose là, parce que tu as besoin de voyager pour faire du volume, puis rouler longtemps, mais pour ce type d'effort, là, c'est intéressant. Là. Puis tu sais, veux pas, un des entraînements que je faisais le plus souvent, on louait le derrière de la moto, puis à l'époque, c'était 2 heures, là, ils font 1 heure, mais on roulait 2 heures à 60 km/h, puis on demandait à la moto, à chaque 15 tours, d'accélérer, puis que nous, on sprint contre lui, puis après, il se remet à 55 derrière, puis on reprend sa roue pour simuler vraiment les sprints intermédiaires, puis les gens qui nous attaquent après les sprints intermédiaires. Donc, quand tu travailles dans des zones vraiment plus hautes, qu'est-ce qui se passe en course, à un certain point, tu deviens à l'aise dans les zones à haute vitesse. Même si dire que rouler à 50 km/h, c'est vite, tu retrouves une certaine aise à se trouver dans ces zones-là. C'est cool de t'entendre parler parce que souvent, comme tu dis, on vit dans un monde de parure. C'est la belle photo sur Instagram à l'air cool, mais les gens ne comprennent pas les heures mises derrière, les efforts, la renonciation aussi. Tu sais, quand on s'entraînait pour la RAF, le nombre de parties que j'ai refusé d'aller, le nombre de bières auxquelles j'ai dit non, le nombre de fois je me suis couché à 7h30 parce que le matin, je me levais à 3h pour aller rouler et tout. Mais ça, je trouve qu'on le met pas assez de l'avant, puis les gens... c'est l'iceberg, là. Ben ouais, c'est qu'ils se cassent le nez parce que des fois, ils ont envie de suivre les autres, autant, mettons, dans l'ultra que dans des crits, mais ils comprennent pas que... Le sacrifice, nécessairement. C'est une deuxième job, là. T'as 20 heures d'entraînement à mettre par semaine. En plus de travailler 40 heures, t'es fatigué. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais impatient tout le temps avec ma blonde. Genre, on se pognait parce que je snappais à rien. Puis comme, tu sais, ça m'a pris mon beau-père qui était genre, hey, là, tu surentraînes, tu sais, genre, relax et tout. Mais ça met en perspective les choses, puis c'est cool de t'entendre parler parce que finalement, peu importe ton sport ou ta discipline ou ton type de vélo que tu fais, tu as le même combat avec toi-même de dire discipline, résilience, engagement, objectif, puis de foncer avec ça. Là. Puis tu mentionnais ta blonde, puis tu sais, moi, ça fait 5 ans que je suis avec ma blonde, puis je disais, je vais passer ma vie avec ma blonde, qu'on croise les doigts, mais c'est vraiment la femme que j'aime. Mais tu sais, elle m'a beaucoup épaulé là-dedans, puis veut pas, je faisais des sacrifices, puis j'en faisais à la job aussi, mais j'en faisais dans mon couple, puis ça paraissait, puis tu sais, il faut que tu sois épaulé aussi du monde qui t'aime, qui comprennent ton objectif, qui sont là pour te supporter. Ça n'a pas été tout le temps rose avec elle, parce que justement, des fois, je sacrifiais des moments de couple ou des soirées entre amis, comme tu dis, pour justement m'entraîner. Puis ou non, je veux dire, je prenais ça très au sérieux, ma préparation. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut être bien entouré. Puis il faut savoir les sacrifices qu'il faut faire, puis pas avoir peur de les faire. Est-ce que tu penses que tu aurais été capable de te rendre où tu t'es rendu sans coaching? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir est-ce que je me prends un coach, est-ce que ça vaut la peine?
on est d'accord dans un monde où un fitting vélo, des fois, c'est un pensez-y bien, puis les gens préfèrent mettre, tu vends des bikes, tu le sais, là, des fois, la personne sur le bike, va mettre 4000$ sur un bike ou en mettre 3500 puis se payer un fitting de feu puis d'être bien sur le vélo. Toi, c'est quoi ta vision? Si tu avais à exprimer ta reconnaissance ou ton engagement face à ton coaching et tout? Ben, sans le coaching, puis si JP entend ça, je veux dire, il va être content, mais vraiment, lui, il m'a marqué. J'ai eu plein de bons coachs, j'ai eu plein de mauvais coachs aussi. Pour moi, en tout cas, la formule qui marche pour moi, c'était beaucoup de support, c'était beaucoup d'appels, juste pour me dire comment j'allais, comment mon quotidien, comment je trouvais ma charge d'entraînement par rapport à mon quotidien au travail, dans mon couple, etc. Mais JP m'a vraiment aidé, donc je pense que non, j'aurais pas été capable parce qu'avoir un coach, ça te donne la poussée dans le dos quand t'as pas envie de te faire ton entraînement le soir après le travail ou quoi que ce soit, ou justement qui est capable de rééquilibrer tes plans. Mais je pense qu'il m'a vraiment apporté une aide puis une structure. C'est la structure, il faut une structure. Ouais. Il y en a qui sont naturels puis qui, tu sais, je veux dire, là, il y en a des jeunes, là, Philippe Jacob, ces gars-là, je pense qu'ils mettent les heures aussi, mais il y en a qui sont vraiment doués dans le vélo. Dans mon cas, moi, j'ai été un travaillant, puis je pense que oui, le coaching m'a vraiment aidé. Là. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est avoir le bon coach aussi pour le type de coureur ou coureuse que tu es. Mais c'est d'être bien entouré. Là. Ouais. C'est intéressant, ça, d'avoir le bon type de coaching aussi. Ouais. La ligne est mince. Je sais pas si vous avez vu le film Whiplash. Ouais. Tu sais, c'est quoi jusqu'à où tu vas aller pour aller pousser l'excellence et tout. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont prendre un type de coaching hyper descendant, agressif, puis ils vont répondre bien à ça, un peu comme quelqu'un qui est dans l'armée. Mais d'autres, comme toi, tu dis, tu as besoin d'avoir de codes plus personnalisés où la personne s'intéresse non pas juste à tes performances sur le papier, mais également à ton mental, comment ça va et tout. Donc, c'est intéressant de matcher adéquatement ton coaching. C'est comme une relation de couple, là, tu sais, en fait, c'est une personne, tu confies comme ton plan d'entraînement à chaque semaine, qu'est-ce que tu vas faire pour performer, puis il faut que ça matche, il faut qu'il comprenne tes besoins, puis qu'il arrive à te sizer pour faire en sorte que tu puisses suivre l'entraînement, puis aussi toi, tu fasses confiance à l'entraîneur pour dire « Ok, ben, je vais aller m'embarquer avec toi, puis ça va fonctionner. » Mais ouais, je pense que les personnes qui se font coacher puis qui ont peut-être pas la meilleure expérience première, ça veut pas dire que c'est pas bon le coaching. Il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver la bonne personne qui fit bien. Ouais. C'est comme choisir ton bike. Tu sais, moi, je trop souvent, dans le sens que nous, on ne vend pas un vélo pour vendre un vélo. Je sais que le registre, on veut vraiment trouver le vélo pour la personne, mais trop de gens arrivent avec une feuille de papier, puis ils ont l'idée que ça, c'est le vélo qu'ils veulent parce que Tadej Pogacar ou Van der Poel roulent ce vélo-là, mais c'est pas le vélo adéquat pour eux, tu sais, par rapport à leurs besoins. Donc, même chose pour un coach. Si sur papier, ce gars-là, il a une super bonne réputation, oui, il a fait ci, il a fait ça, mais il gère 30 athlètes, puis il néglige ses 30 athlètes, mais oui, d'un point de vue extérieur, c'est le meilleur coach. C'est peut-être pas le meilleur pour toi. Même chose que le vélo, ben, s'il est parfait pour toi sur le papier, mais au final, tu réalises qu'il faut juste être bien guidé dans le processus, puis il faut pas avoir peur de recommencer à zéro. Je pense que, tu sais, il n'y a pas juste une façon pour un chemin qui se rend à Rome, là. Pour niveau du matériel, qu'est-ce que tu utilises justement là, quand tu fais un critérium comme ça? Là? Moi, j'ai été quand même assez chanceux là, dans le sens que là, vu que j'ai commencé dans un magasin de vélos, j'ai été bien épaulé. Mes vélos sont tout le temps bien tunés. Là aussi, j'ai des avantages en étant propriétaire. Donc, veux pas. Moi, je suis quand même sans dire un geek, mais j'aime être bien équipé. Tu waxes ta chaîne. Non, je wax pas ma chaîne. Ça, c'est le genre de truc que je fais. Il y a 3 personnes ici qui waxent pas sa chaîne. 100% du podcast ne wax pas sa chaîne. J'aime mieux faire du bike que m'occuper de mon bike. C'est un beau moment. Ça, c'est un beau moment. J'ai pas des tubes en TPU non plus. Non! J'ai des tubes normaux. Shit! Même moi, j'ai des tubes en TPU, man. Ouais. Donc, mon bike, ma préparation, en gros, moi, c'était clair que je voulais pas me designer un bike de grimpeur. C'était tout le temps l'objectif pour aller vite sur le plat. J'ai toujours aimé ça. Donc, tu sais, grosso modo, j'avais souvent les vélos de l'année. Donc, chez Trek, c'était le Madone, le Emonda. Donc, des vélos plus aérodynamiques avec des profils de roues plus gros. Là. Je roule des 60? Des 62, ouais. Puis après ça, je te dirais que c'est principalement ça. Largeur de pneus, t'as quoi? Cette année, des 30. L'année passée, des 28. L'année prochaine, des 32. Des 32, peut-être, ça va évoluer. L'année prochaine, j'aime mieux peut-être un carrosse pour avoir des kids en arrière. Mais grosso modo, oui, là, avec les rues, avec tout, puis là, avec les
les récentes études, je pense que plus large, c'est pas. Je l'ai vu aussi dans les premières courses, ça ne désavantage pas, c'est plus confortable. Puis dans les virages, tu peux y aller plus à fond. Puis avec les trous, puis tout, là, exact, les trous à Montréal. On est loin des boyaux en 23 à 120 PSI. J'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec des boyaux, puis le feeling des boyaux, c'est quand même le fun, par exemple. Le roulement est incroyable, mais tu ne pas une nid de poule avec ça à 42. Il y a beaucoup de monde qui gonfle encore leurs pneus en haut de 100, par exemple, parce que là, moi, je le vois dans le niveau éducation, là, mais je pose tout le temps la question, point d'interrogation, mais ils disent tout le temps en haut de 100. Mais c'est drôle parce que sur un crit, tu vois quand même un large éventail de bikes. T'as encore la mentalité, je pense, c'est un bike de crit. Genre, t'as encore des CAD sur sur les courses avec des rim brakes parce que les gars, ils savent que ces crash, ils ont pas peut-être le budget de se repayer un Madone et tout, genre. Je trouve ça... Moi, il y a deux affaires qui me fascinent sur le crit. D'un, les gars qui pèsent genre 190 livres, 6 pieds 2 puis qui roulent. Tu déconstruis l'idée genre du spaghetti. Mais t'es sur le plat, ils ont des watts. Ouais, mais tu sais, les gens, là, en plus, ils voient genre les séries sur le Tour de France et tout, puis tout ce qu'ils voient, c'est des squelettes qui grimpent des cols de montagne, puis t'arrives sur un crit, puis le gars, il a une bédaine parce qu'il a 47 ans. Genre... Ça, je pense, c'est l'héritage du hockey. Il y en a plein qui sont mis au vélo les Québécois, après. Mais moi, c'est ça, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé les crits ici, là. J'avais jamais vu des gars qui étaient aussi gros que ça. Genre, moi, j'avais les mains dans les cocottes. Attends, juste pour les gens qui ont le podcast, tu mesures quand même 6 pieds 3, là. Je fais 5 et 9, j'avais les mains dans les drops, là. Puis quand je tournais la tête, je voyais un gros fessier, une cuisse, là. Puis les gars qui, juste, ils tassent avec la main, là. Puis t'as l'impression qu'ils vont t'envoyer en l'air, là. C'était incroyable. Genre, ça m'impressionnait au début. Et moi, je me faufilais partout. Puis ça m'a valu mes premières chutes sur route. J'étais jamais tombé sur route dans des courses de bike. Jamais, même sur route de ma vie. Puis là, j'ai eu des chutes là-bas qui étaient quand même assez violentes. Avec des gros joueurs de hockey qui sont capables de répéter des efforts violents. Ils ont l'habitude, là, ils ont du cardio pour ça, ils poussent des watts, puis t'as pas d'impact sur le poids, a pas d'impact sur le plat dans le fond, donc eux ils... Mais il y a les watts, mais je pense que tu sais, puis avec la pandémie, on a vu beaucoup que là, beaucoup de monde associe vélo à avoir le plus de watts possible, mais veut pas, il y a tout l'aspect pilotage qui, selon moi, est vraiment plus important que les watts. Savoir comment se positionner, quand faire ton effort. Souvent, le monde, il brague sur le fait qu'ils finissent une course avec le plus de watts, mais moi, je trouve que c'est l'effet contraire. Je serais plus porté à brag si je finis la course en avant puis j'ai le moins de watts possible que le plus de watts. Donc, je pense que tout le côté entraînement a monté à la tête à beaucoup de gens puis ils pensent qu'il faut avoir beaucoup de watts pour gagner une course. Mais je veux dire, je me prends comme exemple, cette année, je suis loin d'être en forme. Puis là, il y a eu le premier mardi cycliste. Je me considère pas le plus en forme du peloton, mais j'avais l'expérience. Je sais quand faire mon effort, je sais comment remonter. Puis j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu. Mais vraiment, je pense que je focuserais plus sur faire des techniques de pilotage puis rouler en peloton que de savoir frotter, juste, savoir se faufiler, pas avoir peur. Pas avoir peur, souvent, c'est ce qui arrive. Moi, je l'ai beaucoup vécu avec les nouveaux qui se mettaient à faire du vélo puis qui avaient réussi à acquérir un bon niveau, là, puis ils faisaient des courses sur route, puis ça allait bien. Puis une fois qu'ils arrivaient au Lachine, ils faisaient 2 tours. Ils faisaient 2 tours. La première saison, là, ils font les 10 courses, là, ils font 2, 3, 4, 5 tours. Mais ils sont en shape, là. Puis à la fin, ils arrivent à le terminer, puis après, c'est bon, là, ils terminent tout le temps. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de frotter, puis à chaque virage, ils perdent 10 places, ils perdent 10 places, ils perdent 10 places. Puis après, une fois que tu as perdu 10 places, à la fin du peloton, tu fais juste l'élastique, puis tu craques. Mais une fois que tu arrives à te placer, puis à avoir... Puis à comprendre le vibe aussi de la course. J'en parle encore, moi, toute la gang de La Roche, puis tout, veut pas. C'est l'époque à mon patron Sébastien, puis je passe encore beaucoup de temps avec eux au travers le vélo, autour d'une bière. Puis ces gars-là, on dit tout le temps en blague qu'ils vont revenir faire une course, mais même s'ils reviennent, ils vont la finir. Parce qu'à un moment donné, tu comprends, c'est comme un jeu, tu comprends que la dynamique de course... Faut que tu fasses ta place. Exactement. Donc, je pense que même pas avoir de watts, à un moment donné, l'expérience parle, puis... Veux pas, c'est 31 tours, puis à la fin de l'année, quand ça fait 10 ans que tu fais 31 tours à chaque mardi, ben tu commences à connaître le parcours, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Est-ce que ton expérience de crit ta transfert sur l'ultra, par exemple? Ben, c'est un autre aspect, tu sais, je parlais de découvrir les différents aspects du bike. Moi, j'ai commencé, oui, en faisant des critériums, en faisant des courses de route, mais j'ai toujours été attiré par le dépassement de soi à travers le vélo, puis les sentiments, le feeling que j'ai à travers mes efforts, mes sorties.
Puis ce que j'aime vraiment de l'ultra, j'ai toujours fait des longues distances, dans le sens qu'avec mes amis, on a commencé évidemment à faire des 50, des 60, des 100. Après le 100, c'était le 200, 300. Là, à date, je suis rendu jusqu'à 550, là, straight. Mais vraiment, moi, j'aime les hauts et les bas. Puis c'est ce que je trouve beau à travers le sport, c'est apprendre à aimer les hauts et les bas. Puis dans l'ultra, c'est vraiment ça. Il y a des moments d'euphorie, il y a des moments où tu as juste envie d'arrêter, mais c'est d'apprendre à vivre ces moments-là. Puis c'est là que tu apprends à te connaître le plus. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai appris à me découvrir à travers le vélo. Puis pas juste par rapport au cyclisme en soi, mais par rapport à comment je me sens, puis les trucs qui me passent par la tête. Puis je pense que ça a vraiment shapé toute la personne que je suis. Donc, j'adore faire, là, tu vois, là, avant la Chine, on a organisé une sortie de groupe à Bedford. Je suis parti à 5 h du matin. J'ai fait 100 km pour aller à la sortie de groupe. J'ai fait 70 km de la sortie de groupe. Je suis revenu, puis j'ai coursé les mardis de la Chine. Tu sais, pour moi, au final, j'ai eu un beau moment. J'ai eu un moment à moi, avant que la ville se réveille. Je suis arrivé, j'ai pris mon café, j'ai eu mon moment de travail avec les clients, les amis et tout. Puis après ça, j'ai eu mon moment de décompresser. Donc, j'ai eu plusieurs phases à travers ma sortie. Puis c'est différentes émotions. Il y a eu des fois où j'étais content d'être sur mon vélo. D'autres fois, j'étais comme, pourquoi je me lève à 4h30 du matin, ma seule journée de congé de la semaine. Mais au final, j'étais super content de le faire. Puis je le referai la semaine prochaine, tu sais. OK. Ouais. On en parlait tantôt justement des hauts et des bas sur des vélos. C'est fou comment tout finit par passer. Ouais. Tu sais, des fois, t'as des moments de merde, t'es genre, je suis tanné, j'ai quand même une même sur mon divan. Puis une demi-heure plus tard, tu te souviendras même pas que t'as eu cette pensée-là, une demi-heure. Puis c'est souvent là où la résilience et l'acceptation, autant dans les douleurs que dans les moods, fait en sorte que tu arrives à ton objectif où tu annules ton truc, puis tu prends le chemin de la maison, puis tu relaxes. Mais tout finit par passer. Ouais. Puis dès que tu finis, tu veux recommencer. C'est fou, hein? C'est tout de suite. C'est impressionnant. Mais je pense qu'on est un peu tous hors normes et cons, là. Genre, on a tous tu sais, quand je dis à Valon, je vais en faire 400 km demain, elle me regarde, puis comme. Ouais. OK, amuse-toi, mais tu sais, c'est comme quand t'en parles après. Tu vas dire que t'as gagné les mardis de la Chine. Tu vas le dire à 150 personnes, il y en a 149 qui comprendront pas ça implique quoi. Ouais. Puis ils te regardent en mode, tu sais, puis eux ils se disent, ça doit pas être si intense que ça doit, tu sais, puis eux ils vont avoir chacun leur cheminement psychologique, mais il y a tellement peu de gens qui comprennent c'est quoi gagner un mardi de la Chine, ou c'est quoi faire 400 km dans une journée, ou c'est quoi que tu deviens comme dans une petite niche spéciale, puis on vit des émotions que ben des gens n'arriveront jamais à vivre, là, tu sais. Ce qu'on vit, c'est dans le tapis, quand t'es content, t'es fucking content, puis quand t'es triste, t'es vraiment en tabarnouche, puis ça fait, nous, je pense qu'il y a des gens qui ont des spectres d'émotions un peu plus prononcés. Peut-être c'est juste moi, mais j'ai vraiment cette impression-là. 100%, puis t'as dit un truc, puis avant de venir ici, j'étais comme, qu'est-ce que les boys ont me posé comme question, puis j'ai l'impression que beaucoup, tu sais, avant de vouloir gagner les mardis de la Chine, j'avais vraiment l'impression que c'est ça que je voulais, tu sais, je voulais gagner les mardis de la Chine, c'était une course iconique, puis sans dire que je voulais que le monde me connaisse comme le gars qui gagne les mardis de la Chine, mais au final, c'est zéro ça que je veux que le monde se rappelle. Ben, pas se rappelle, je suis encore là, mais tu sais, ça pour dire que je veux pas que le monde m'identifie comme Antoine Fabry qui a gagné les mardis de la Chine. Le cyclisme, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Puis oui, ça a été un moment dans mon parcours que je suis fier, je suis content d'avoir fait, mais je me définis vraiment plus que juste les gagnants des mardis cyclistes. Puis je trouve que quand j'ai commencé le vélo, c'était la course qui était le fun. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, la clique du vélo, c'est plus trop les coureurs qui sont comme populaires ou sont vus sur une piédestal. C'est plus la communauté, le lifestyle autour de ça. Là, il y a plus d'influenceurs, on va pas partir là-dessus, mais c'est pour ça, la communauté, puis ça, j'aime quand même ça, mais tu vois que les coureurs sont un peu mis de côté, qui sont comme un peu moins vus comme les dieux du vélo. Mais moi, c'est juste que je veux mettre l'emphase, c'est que le vélo, puis j'en parlais tantôt chez Cycle Régis, on a vraiment toutes les gammes de vélos, mais j'ai appris à justement aller tirer du plaisir dans toutes les sphères du vélo, puis que ce soit à travers les émotions, à travers le type de vélo que tu fais, j'incite les gens à aller sortir de leur zone de confort, à s'inscrire justement à Race Across Québec, à tenter des nouvelles expériences, parce que le vélo, tu peux performer dans des épreuves où tu peux avoir une année de ta vie que tu dédies à faire des événements, plus d'intensité, des critériums, mais il faut essayer différents trucs. Le vélo, c'est bien plus que juste le Tour de France. C'est sûr. Je veux dire, là, je saute d'un coq à l'âne, mais en octobre dernier, j'ai fait Heroica.
Heroica, c'est un événement que ça fait 27 ans qu'il a lieu. C'est pas un événement de performance, mais tu roules avec des vélos des années 1970 sur la route de Strade Bianchi, puis tu as des pit stops 20 fromages charcuterie à chaque 30 km. Mais ce qui m'a marqué le plus dans cet événement-là, c'est l'aspect de communauté, l'histoire à travers les différentes personnes qui ont fait cet événement-là, puis ce qui est leur vision par rapport au vélo. Puis là, tu réalises que c'est ça le vélo. Les gens, oui, c'est un sport qui est solitaire, c'est un sport d'équipe. Les rencontres que tu fais, les voyages que tu fais, moi, c'est tout ça qui me fait apprécier le vélo, puis qui a, comme je vous répète, mais qui a défini qui je suis. J'ai voyagé avec le vélo, j'ai rencontré du monde avec le vélo, je me suis découvert, je me découvre encore, puis je veux dire, c'est ça qui est beau à travers le sport, mais je pense que, tu sais, c'est super important, puis j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, tu sais, c'est normal que ça évolue, qu'il y ait différentes tendances, mais le monde, il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est juste ça le vélo, tu sais, que c'est juste les watts, c'est juste Zwift. Sortez de votre zone de confort, essayez des trucs, essayez pas de faire votre snob puis juste dire que c'est juste ça qui est cool. Je veux dire, la personne qui fait de la piste cyclable est aussi cool que vous, là, je veux dire, à la fin de la journée, je veux dire, t'es qui pour juger, tu sais. C'est pas le kit sur tes épaules qui te définit. Si t'as envie de t'acheter un beau kit, achète-le, tant mieux. Si tu te sens bien, c'est ça l'important. Mais je veux dire, le vélo, ça devrait être inclusif, puis je veux dire, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est inclusif, mais un peu exclusif aussi. Mais ça a plus quand même, plus. Ouais. Parce qu'avant, quand c'était le vélo, c'était compétition. Si tu faisais pas de course sur route, tu faisais pas de course sur route avant, là, c'était comme, OK, tu fais pas de bike, là, genre, même aller commuter, c'était comme pas faire du vélo. Tu sais, là, ça devient plus, ça rentre plus dans les mœurs, mais on dirait qu'il y a l'aspect marketing, puis un peu l'influence des influenceurs, puis des marques qui rentrent plus dans le lifestyle maintenant, qui fait que, si tu fais du bike, tu es un débutant, dire, ça te prend un pour meter, ça te prend telle marque de vêtements pour rouler, ça te prend d'aller dans tel magasin, rouler avec ta communauté. Je le vois au magasin, je le vois, le monde, ils arrivent, puis de plus en plus, on vend des vélos haut de gamme, là, je veux dire... oui, on a ce qu'il faut pour répondre à ce besoin-là, mais des nouveaux cyclistes qui s'achètent des vélos à 8 000 $, il y en a plein dès le début. Est-ce que c'est par pression de vouloir justement avoir le bon vélo pour pouvoir show up à la group ride puis dire qu'il y a tel vélo, ou s'il y a les moyens puis il sait qu'il va aimer ça? Mais moi, je dis tout le temps, t'es mieux de partir avec un vélo avec lequel tu vas pouvoir progresser, acheter des bons accessoires que tu vas pouvoir transférer aussi. Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé le vélo. T'as commencé avec le fixed gear, genre le bike le moins cher, c'était le moins équipé. Là. Exact. J'ai fait des erreurs. Des fois, j'ai fait des achats impulsifs, des moins bons achats. Je me suis retrouvé à flipper. Marketplace, c'était mon meilleur ami, tu sais, dans le sens que j'ai fait beaucoup de montages personnalisés pour ensuite réaliser que j'aurais juste mieux fait d'y aller progressivement puis de juste suivre la courbe normale du vélo puis de juste n'importe quoi dans la vie, tu sais, je veux dire, tu commences à faire des podcasts, t'es pas obligé de t'acheter l'équipement top notch pour commencer, on en parlait tantôt, tu commences puis tranquillement t'évolues, donc c'est la même chose dans le vélo, il faut pas avoir peur de juste commencer puis y aller graduellement puis... C'est fou comment on a tous le même discours sur le fait qu'on ralentit par nos conseils, les envies d'achat des gens, le nombre de fois que je dis t'as pas besoin d'un power meter, t'as pas besoin d'une paire de roues à 4000$. C'est contradictoire, tu penserais, moi je disais, le monde des fois il dit tabarouette, tu me dis de pas consommer, tu vends des trucs de vélo, mais au final je donne des bien meilleurs conseils puis c'est un client qui va nous durer bien plus longtemps parce qu'il va justement il va voir qu'on est honnête puis qu'on est transparent. Puis au pire de toute façon le marketing va lui revenir en pleine face puis il va se créer le besoin, mais tu sais au moins tu l'as averti que ça. Il n'y a rien de plus frustrant quand tu réalises que le vent dans ta face, il est encore dans ta face quand tu as un kit à 400$ sur le dos. C'est ça. Mais souvent, les gens, c'est ça, ils sont comme étonnés que tu dis, mais t'as pas besoin de ça. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, justement, je faisais les mardis de la Chine, tu sais, je n'ai pas gagné, mais tu sais, j'arrivais facile, je faisais des bonnes places et tout, là, puis les gens, les jeunes, là, les espoirs Laval et tout, venaient me voir. Hey, tu mets quoi? T'as quoi comme roue? Des roues en alu, là. Pourquoi t'as pas des roues profilées 50? Parce que moi, si je crash, je peux me repayer derrière, puis j'ai pas peur de sprinter, j'ai pas peur de frotter ni rien, mais tu sais, ils sont comme, ok, wow. Mais c'est ça, je pense que le vélo, il y en a plein là, qui ont commencé le bikepacking, là. Ils avaient un bike cheapos en alu, là, puis ils ont évolué dans leur pratique, mais ils ont fait ils ont travaillé. Regarde Alexandre Zincer, là, qui a traversé le Canada en bike, qui était en Floride et tout, là, il a le bike premier prix de chez Decathlon, là. Genre le plus basique qu'il y a là, il vaut même pas 700$. Même pas 500$. Même pas 500$.
il a traversé le Canada. Je pense qu'il est parti de Miami, puis il est retourné au Québec. Il a fait des trucs de malade. Il a traversé l'Europe en vélo. Là. Ouais. Il a fait ça avec un vélo. Hein, ouais. Puis ça fait au moins 6 ans qu'il a ce vélo-là. Puis il continue à faire avec ça. Puis il veut montrer aux gens que ben, t'as pas besoin d'avoir un vélo super cher pour faire ça. Puis tout le monde est étonné de ce qu'il a comme matériel, mais lui, il est bien heureux avec ça, puis il a jamais changé. Là. C'est la culture. Tu sais, je reviens d'un voyage en Irlande, puis tu sais, t'es en char, mais tu regardes quand même tout le monde en vélo pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font, puis là-bas, genre, c'est comme Rim Break Paradise. Genre, les gens ont le... tu le vois, le classique gars qui a acheté genre un bon bike, mais qui s'est dit, moi, je le garde 15 ans. Tu sais, les kits... Tu vois, c'est tous des kits fluo. Avec les vieux sponsors. C'est ça, t'as encore des kits de vieilles équipes qui n'existent plus. Mais tu le sens que les gens, ils roulent leur bike. Là. Tu le sens qu'ils roulent et qu'ils entretiennent. Puis ça m'a dépisé. Mais non, tu sais, j'essaie d'expliquer. Je trouve ça malade parce que tu vas sur Cameo, sur le circuit, tu vas voir la nouvelle collection de Panama Studio, de Rafa, de Café du Cycliste. Tout les voir. Là. Les gens ils ont plus de cash sur leur peau que sur leur vélo, genre. Puis tu vas en Europe, puis c'est l'opposé. Là. Les gens, ils vont ils vont upgrader leur roue, puis ils vont garder le groupe 7, puis ils vont acheter un frein, puis ils vont évoluer dans leur équipement de fil en aiguille comme ça. Ça semble bien un peu comme ici, mais il y a moins l'aspect de consommation. T'sais, moi, je trouve ça cool. Je me dis, t'es un dentiste, tu fais 200 000 par année, ton Pinarello, c'est comme si j'achetais un Cannondale. Genre, tu sais, fair enough. Là, tu y vas avec ton budget, mais les gens qui, on dit toujours qu'ils remplissent leur sac, leur équipement de crainte, ils compensent leur manque d'entraînement ou leur c'est l'histoire manque du sport, parce que en Europe, moi pour prendre l'exemple, en France, le vélo, c'était un sport populaire. C'était pas un sport de riche, puis ça l'est avec le marketing, puis ce qui se passe, parce que les gens veulent toujours se calmer et tout, mais ça reste un sport populaire dans la classe moyenne, puis c'est souvent des gens qui habitaient en campagne, qui faisait du vélo quand t'habitais en ville. Tu sais, maintenant, c'est nouveau là, de faire du vélo en ville, aller à Paris, puis faire des tours à Longchamp et tout. C'était un sport de campagne. C'est des paysans, des agriculteurs qui travaillaient dans les fermes, puis qui faisaient du bike, puis qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'argent, puis qui faisaient des courses toutes les fins de semaine en campagne qui ne coûtaient pas très cher. Mais là, c'est devenu un sport un peu plus à la mode. Ça a évolué en ville, mais dans les campagnes, ça reste un sport très accessible et puis ludique que tu gardes pendant des années. Qu'en Amérique du Nord, ça a comme explosé dans les villes. Puis tu vois, on le voit, on a des cadres spéciaux. Les circuits G9, c'est exceptionnel pour faire du vélo. Central Park à New York. Tu as plein d'endroits comme ça qui ont fait que ça a démocratisé le vélo. Puis c'est devenu un sport qui a atteint des classes un petit peu plus aisées, puis c'est le nouveau golf là, c'est le nouveau golf, puis au lieu de flexer avec ta grosse voiture, là tu vas flexer avec ton vélo je sais pas combien, même si tu roules pas tant que ça, mais tu sais c'est l'aspect matériel puis la beauté du vélo qui fait que tu vas peut-être t'acheter comme t'achètes une Porsche et puis que tu roules à Montréal, c'est pas nécessairement utile, mais t'as envie de t'acheter un beau produit, un beau c'est bijou, correct aussi, moi je l'ai tout le temps, ouais. dans le sens que si tu as les moyens, tu veux le faire, go for it. Moi je vais être content pour toi aussi, puis à la fin de la journée, c'est le plus important, c'est que tu sois content avec ton achat puis avec ton équipement. Donc autant la personne qui veut y aller graduellement ou la personne qui veut y aller all-in dès le début, tant mieux. Faut juste pas être complexé. Là. Exactement, profites-en, apprécie ce que t'as, puis sois content de ton équipement. T'sais, anecdote rapide, là, je vous entends parler des différentes parties du monde, mais il y a 2 ans, on a fait une course en Tunisie avec Pascal Hervé. C'est une petite pensée pour Pascal, mais qui est un être exceptionnel. On est allé faire un tour de Tunisie. On savait aucunement à quoi s'attendre, le tour de la Tunisie. Ça semble un film, là, tu sais. Donc là, on part là, les boys de Régis, nous, on allait là comme expérience, on était tous les gens de profil. OK, on a été accompagnés de Pascal, beau scénario. Moi, j'avais fait déjà quelques courses avec Jean-Michel au Costa Rica, au Mexique, etc. Là, on s'en va en Tunisie. C'est la Tunisie, aucune idée ça ressemble à quoi, pas ça ressemble à quoi, mais je veux dire, une course de vélo en Tunisie, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? On est arrivé là-bas avec nos vélos de l'année bien équipés, on coursait contre des gars avec du Clarisse, du Sora, des setups que tu te dis j'irais même pas au dépanneur avec ça. Puis au final, les gars, il y en avait des tricheurs, là. Il y avait plusieurs phases à la course, mais ils étaient en forme, puis ils nous suivaient. Des gars avec des pneus 21, même gonflés à sûrement 120, tu sais. Mais peu importe,
avec des équipements vraiment hors du commun, puis qui sont bien corrects aussi, mais ils ont été capables de faire toutes les étapes, puis ça nous remet en question. Des fois, tu te dis, est-ce que j'exagère avec mon setup? Est-ce que j'ai besoin pour faire du bikepacking, pour faire une course? Est-ce que j'ai besoin de vraiment avoir le vélo de l'année, les roues de l'année, etc.? Donc, d'y aller progressif, je pense que c'est le mot-clé. Le gros bon sens, au final. Ouais, exact. Puis pas avoir peur de poser des questions, tu sais. Je veux dire, le vélo, ça devrait pas être intimidant. Puis souvent, je sens que dans la part des clients, des fois, sont gênés de poser des questions. Mais tu sais, ça peut sonner gênant, mais au final, je veux dire, poser des questions dans la vie en général, c'est ce qui t'amène plus loin. C'est que c'est souvent, là, j'ai l'impression, il y a comme un changement où, tu sais, avec la montée d'Internet, il y a un point où tu arrivais dans un magasin puis tu en savais potentiellement plus ou autant que le vendeur. Et c'était peut-être correct, mais aujourd'hui, je pense que la première source d'information, c'est malheureusement les influenceurs. Ouais. Et autant qu'il y a du très beau, il y a du très mauvais aussi. Ouais. Et tu sais, c'est la partie insidieuse de ce que ça fait à ton cerveau, c'est que ton a priori, c'est que ça te prend le gros bike, ça te prend le kit, ça te prend le beau voyage et tout. Puis au final, je pense que nos plus belles raids de vélo, c'est souvent les pires. Là. Genre où il n'y a rien qui fonctionne, il pleut, la route, elle marche pas. Tu t'arrêtes au dépanneur assis sur le bord du trottoir à boire, manger des sandwichs aux œufs, pas de croûte, puis boire un coke. Justement, dans ma raid de 270 kilos, je rentrais avec quelqu'un, puis je t'arrêtais au dépanneur parce que je n'avais pas assez mangé, pas assez bu. J'ai pris un Red Bull, un coke, un Gatorade, un sandwich aux œufs, pas de croûte, avec un bar de gros big. Je t'arrête à Rémi, mais... Ça pour dire que j'ai mangé genre une quantité genre faramineuse de sucre, tout ça genre en l'espace de 5 minutes, puis après je suis reparti, mais c'était un beau moment pour moi aussi, dans le sens que t'apprends à tirer plaisir des petits moments comme ça, tu sais. J'ai des beaux souvenirs avec mes amis, tu sais, là, t'es au dépanneur, t'es sauté, man, puis là tu prends juste, tu passes ta journée de congé à genre, tu pourrais manger un steak, tu sais, avec une bonne bière, mais non, man, tu prends un coke et un sandwich aux œufs à Trois-Rivières à 7h du matin. Tu dis, wow, c'est la belle vie, ça. Des belles idées d'imbéciles heureux. Ma meilleure bière à vie, c'est une bière de vélo. J'avais fait un bikepacking, les amis, puis la deuxième journée, on faisait Québec-Rimouski. Pas Rimouski, Chicoutimi. Puis c'est juste l'autoroute tout le long. Il y a juste une route. Puis le premier dépanneur, quand on était arrivé à Chicout, j'ai comme fuck it, on arrête là. J'en prenais une grosse canne de bière, parce que j'étais brûlé. Tu sais, tu roules avec des vannes qui roulent à 120 tout le long. C'est des carbs, hein? Il y a l'étape au milieu de cette route-là, entre les deux, puis t'as fuck all le reste. J'ai la meilleure bière de ma vie. Il faisait 35 degrés, je te jure. Tu sais, t'étais ça sur le bord de la route, là, puis tu te la mets d'en face, tu te la roules un peu partout avant de la boire, là. Quel beau souvenir. Mais que t'aies un bike à 1000$ sur un bike à 1000$, c'est la même chose. Bon, écoute, t'as gagné le mardi de la Chine, félicitations. Merci. What's next? Genre, comment, c'est quoi ton... T'as-tu dormi avec ton chandail? Non, j'ai pas dormi avec mon chandail. Tu l'as-tu porté pendant une semaine de temps? Tu sais, c'est quoi le processus mental de genre, oh shit, je vais gagner, oh shit, j'ai gagné, ok, j'ai gagné. Genre, qu'est-ce qui... Ben c'est ça, je vous parlais vraiment des phases d'entraînement, des phases de comment je me suis senti, j'ai eu des bons moments, des moins bons moments à travers ça. De 1, gagner les mardis, c'est 10 semaines. C'est 10 semaines où il faut que tu sois bon. Après ça, quand tu as plus qu'un leader dans l'équipe, tu peux répartir le stress. Mais c'est autant les commentateurs que quand tu as une bonne course, ils te pointent du doigt. Mais quand tu n'es pas là au sprint intermédiaire, ils te pointent du doigt aussi. Oh, en difficulté. Exactement. Puis là, tu entends au micro. Puis tu sais, tout le monde pense qu'on n'entend pas ce qui se passe à côté. Mais c'est comme si c'était sourdine. T'entends le spectateur qui chuchote, ben pas chuchote, mais qui parle bas. T'entends Tino au micro qui dit « Ouh, Antoine Fabry est en difficulté, les Cannondale. » Tout ça joue dans la tête quand même, puis tu le sais quand tu fais pas une bonne course. Puis après ça, c'était le gérer. Moi, le plus dur, c'est que, vu que je fais dans le monde du vélo, ben, ma course, puis tu sais, j'étais chanceux, Sébastien Moquin, il a gagné 3 fois les Mardis de la Chine aussi, puis je travaillais avec lui, puis il me dit « Tu vas voir, les Mardis de la Chine, c'est pas juste le moment de la course. » Les gens, ils vont venir la semaine. Moi, je finis la course. Là, après ça, tout le monde qui ne suit pas ça, qui me parle de ça mercredi matin, jeudi matin, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, au final, le monde m'en parlait tout le temps. J'étais devenu obsessif à juste... Je voulais optimiser mes performances pour juste performer parce que tout le monde m'en parlait puis j'avais pas envie de dire que j'ai eu une mauvaise course. C'est le fun d'en parler quand ça va bien. C'est moins le fun d'en parler quand ça allait pas bien. Puis là, j'étais tellement rendu concentré là-dessus que ça affectait plusieurs parties, mais aussi, moi, à la base, un mardi de la Chine, une belle journée d'été, tu finis la course, tu prends une bière avec tes chums. Moi, je me suis retrouvé à plus faire ça.
Puis là, je veux dire, j'ai des amis qui me disent fuck, genre des bons amis à moi, des amis qui m'ont marqué, puis qui sont encore mes amis, puis j'ai négligé des amitiés que je m'étais créées en vélo. Puis les Mardis de la Chine, c'est passé d'être un beau moment de dépassement de soi, de camaraderie à je suis focus, puis encore une fois, je sonne comme si je regrette d'avoir fait ça, c'est pas vrai. Mais ça me fait quand même réaliser que j'ai mis certains trucs de côté. Puis la bière d'après-course, je la prenais pas parce que je pensais déjà au prochain la Chine. Puis parce que je suis peut-être pas un naturel, puis j'étais obsessif par rapport à ça. Mais donc, c'est ça, c'est 10 mardis, c'est 10 mardis où il faut que tu sois bon, puis quand t'es pas bon, tu le sais, puis il faut que tu te reprennes au prochain. Donc, je suis content de l'avoir fait. Je suis vraiment content de l'avoir fait, pour être honnête. Là, je veux dire, pour moi, c'est un gros check. C'est une course iconique à Montréal, donc que ce soit pour moi, pour le magasin, pour ma réputation, peu importe, je suis content d'avoir fait ça. Maintenant, j'ai d'autres challenges, je vieillis. Tout le monde rit quand je dis je vieillis, ben j'ai 28 ans, là, je comprends que j'en ai pas 50, puis quand je dis ça à quelqu'un de 55 ans, j'ai essayé de ton âge, je pense à ça. Exact. Mais je vieillis tranquillement, j'ai d'autres objectifs. Le vélo, pour moi, ça s'arrête pas au Mardi de la Chine, ça s'arrête surtout pas au circuit québécois de course. Je sais que je vais pas devenir pro en vélo, ça me va amplement. Là, en ce moment, on a vraiment des beaux jeunes. On parlait de développement au Québec. Je trouve que le développement n'est pas encore assez là. Je me vois... Les gars sont dédiés 2 ans de leur carrière de vélo, si je peux dire ça, là, mais à m'aider à gagner les Mardis de la Chine. Puis quand tu réalises aussi qu'il y a 10 gars à chaque mardi qui viennent, puis ils sont courants qu'ils ne vont pas gagner, ils travaillent pour toi. Tu as 10 personnes à chaque course qui se dédient leur mardi soir, là, quand ils ont des responsabilités, à dire je vais genre peut-être crash pour ce gars-là pour qu'il réalise son rêve, tu sais. Mais un Mardi de la Chine, puis gagner le général, pour moi, c'était de un, ça n'aurait jamais été réalisable tout seul. Puis de réaliser que justement tous ces gars-là ont été là pour moi pendant 10 ans, ben ça montre aussi un autre aspect qui est super beau, tu sais, de se dédier pour quelqu'un. Puis là, il y a des jeunes dans l'équipe, il y a des vraiment bons jeunes, là, selon moi, 2 des meilleurs jeunes au Québec, là, Gabriel Séguin puis Jonathan Hintz, qui sont jeunes, qui ont 18-19 ans. Là. Donc, eux, ils pensent encore, ils aspirent à devenir professionnels. Puis je pense que, tu sais, ils ont le potentiel d'aller plus loin s'ils sont bien épaulés. Donc, moi, cette année, c'est 100% focus. J'ai fait quelques courses. En début d'année, en fin d'année, je m'étais dit que j'arrêtais. Mais là, je fais vraiment les courses qui me tentent. J'ai fait l'Enfer des Patriotes, une course de gravel. Je trouve que c'est une belle course. J'ai envie de faire des événements que ça me tente de faire. Puis les Mardis de la Chine, veux pas, je suis allé vraiment de reculons cette année. Ça me tentait pas d'y aller. De un, parce que j'avais gagné l'année passée. Je savais que j'allais avoir une certaine pression. Puis que si je savais que j'allais pas être au même niveau. Donc, un peu le regard des autres. Tout le monde me dit, c'est quoi tes ambitions? Tout le monde me demandait, est-ce que tu vas gagner? Est-ce que ça, c'est ça? Je dis, non, je mets ça de côté. Mais veux pas, quand tu es sur la ligne de départ, tu as encore le goût de gagner. Là, j'ai moins l'entraînement, tout ça. Mais mon but, c'est d'épauler les gars, puis de les aider à... Je leur ai posé la question, est-ce que vous voulez gagner les Mardis de la Chine? Puis mon but, la réponse est oui, mais mon but, c'est de les épauler là-dedans autant que je peux, comme les autres gars m'ont aidé à faire ça. Donc, c'est un peu de redonner à mon niveau, parce que là, j'ai mis de côté l'entraînement, je roule autant, mais je fais plus vraiment d'entraînement spécifique, tout en ayant du plaisir aussi, le avant, le après, puis le pendant, tu sais. Je pense que là, en ce moment, j'ai eu un reality check mardi dernier, mais il y a une certaine forme qu'il faut avoir, veux pas, pour apprécier le pendant. Mais vraiment, moi, cette année, je focus sur être sécuritaire. Vous allez pas me voir dans un mardi qui pleut, je pense pas. J'ai pas envie de tomber, j'ai des responsabilités. J'ai plus envie de prendre cette prise de risque-là, puis c'est clair auprès de mon équipe. Mais je veux être là pour le avant, pendant, puis après, puis vraiment profiter avec mes amis, puis retrouver le drive que j'avais avant de juste me présenter à une course, puis de rouler avant et après à la bière avec mes amis. Là, exact. C'est fou le niveau de décompression que je sens quand tu parles de j'ai gagné versus aujourd'hui. C'est comme s'il y avait un Antoine laser focus, puis il y en a un prix à payer, et Antoine genre chill. Je pense que c'est correct aussi, tu sais. Je pense que en tant qu'athlète, tu sais, je veux dire,
c'est bon d'avoir des objectifs, c'est bon aussi d'être capable de te reculer, puis c'est souvent dur, tu sais, puis pour moi, ça a été quand j'en ai parlé, puis tu sais, je pense que veux pas, on le vit tout à notre façon, t'es pas obligé de gagner une course pour te sentir comme ça, tu sais, c'est peu importe, tu peux ne pas finir puis te sentir comme ça, puis se fixer des petits objectifs puis les réaliser, c'est bien, mais d'être capable d'accepter aussi que t'es rendu ailleurs, c'est dur, mais c'est bon, puis là, moi, je pense que je suis dans cette phase-là, puis c'est ça, avec mon travail, j'en parle souvent, donc veux pas, plus j'en parle, plus je suis capable de l'admettre, mais tranquillement, le monde va comprendre que je suis plus là pour gagner les mondes de la Chine, puis que c'est ça. Est-ce qu'on va te voir au départ de la Race Across un jour? Ouais, vraiment, vraiment. Il y a des événements, là, vous avez rencontré Fred pour Gravelooza et tout. Ouais. Là, je m'en vais en Grèce pour un mariage, un destination wedding la semaine prochaine. Donc, tu seras pas là-bas? Ouais, je manque le Gravelooza, ce qui me fait vraiment chier parce que Fred, il met beaucoup d'efforts. Puis tu sais, je veux dire, j'ai écouté l'entrevue que vous avez fait avec lui. Ce gars-là, je trouve qu'il est très bon pour la communauté. Je lui ai déjà dit, il sait que je pense ça de lui. Je pense qu'il amène beaucoup vers ça. Donc, j'aurais vraiment aimé ça, faire cet événement-là, parce que c'est un événement, je pense, qui est à la fois difficile, challengeant, le fun, puis t'as un beau week-end autour de tout ça. L'année passée, je voulais participer à votre course aussi, à votre event. Je ne l'ai pas fait. Cette année, c'est sûr que je veux le faire. Donc, c'est à mon calendrier. J'ai hâte d'halluciner, de vivre des hauts, des bas. Tu y vas pour le mine, toi? Moi, j'y vais pour le mine. Puis j'en parlais avec Lucas de Messorel. Moi, j'y vais à l'art. Là, tu vas avoir de la compétition parce que Lucas, il est capable de... Moi, j'y vais hardcore. Donc, on parlait de ça mardi après la course. Là, on parlait autour d'une bière. Puis j'étais comme... Moi, j'ai envie de vivre des émotions, là. Donc, on va en vivre en vous regardant, parce que nous, on est là, c'est comme un jeu vidéo pour nous, là. On est là, puis on stresse pour vous et tout, puis on teste les parcours, donc on sait dans quoi vous vous embarquez aussi. Là, je teste la deuxième partie du 1000, pas en fin de semaine, l'autre week-end, 7-8. Fait que, nous, on se parle et tout, puis on est comme shit, on les envoie là-dedans. Mais ça va être cool. Ben, parfait. Écoute, le temps a filé, comme Antoine au Mardi de la Chine, dans un split. L'année passée. L'année passée. Je m'attendais vraiment pas à ce genre d'épisode-là. Franchement, comme j'ai trouvé ça super humain et cool, fait que je tiens à te dire, genre, c'est ce que tu véhicules, ce que tu as amené, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment nice. Puis je pense que tu parles des autres qui font du bien. Je pense que tu dois faire du bien toi aussi au peloton plus jeune et plus vieux. Fait que merci beaucoup d'avoir été vrai avec nous. C'était très cool. Merci à vous, les boys. Puis honnêtement, c'est cool ce que vous faites. Vous prenez de votre temps aussi. Puis ça, je pense que le monde, il faut qu'il réalise. C'est que, je veux dire, c'est un choix que vous faites ça. Puis c'est pour partager votre expérience, faire découvrir aussi le sport. Donc, je trouve ça vraiment cool. Je m'attendais pas à ça, moi non plus, en venant ici. Mais, tu sais... je veux pas, on est dans un petit studio un jeudi soir à filmer ça, donc je trouve ça vraiment cool, chapeau, puis je vous invite à vous inscrire à Race Across Québec. Yes, merci pour ton temps, je suis vraiment content de t'avoir invité, puis t'aies pu t'exprimer puis te présenter, là, parce que moi je te connais aussi depuis un certain temps. Depuis les débuts, là, parce que dans le fond ça fait 12 ans que t'as commencé, puis ça fait 12 ans que je suis là, puis on s'est pas mal connus au début, où t'étais en fixe, que j'avais essayé de faire des courses de fixe, c'était bien drôle, mais j'ai vu toute ton évolution, là, je suis vraiment fier de toi, cool. Et puis de ce que tu as pu tirer des leçons que tu as eues des 12 dernières années, puis que tu as en paix avec la pratique du cyclisme et que tu es à fond dedans, là. Donc, merci pour tout. Merci les gars. Bye. Ciao, à plus.